Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la très grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Nathalie Lefebvre, auteure, conférencière et coach. Bonjour Nathalie, Bonjour Benjamin. merci d'avoir accepté mon invitation. Avec un immense plaisir, tu es la première interview que je vais réaliser autour de la sortie d'Irrésistible, donc merci pour ton invitation. Ah, merci à toi et en plus ça fait un petit moment qu'on se connaît et puis qu'on a déjà échangé et là c'est l'occasion justement d'entrer dans les profondeurs de ce que tu partages et dans ton dernier ouvrage du coup Irrésistible. Et avant tout ça, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, comment tu en es venu à écrire des livres et faire tout ce que tu fais? Oula, ce serait vaste. Il faudrait qu'on ait 3 heures pour y répondre, mais je dirais qu'en fait l'écriture, c'est pas une décision que j'ai prise avec ma tête, c'est un besoin viscéral que j'ai toujours eu. Très rapidement dans ma vie, dès l'école, j'ai réalisé que j'avais un lien particulier avec les livres. Du coup, un lien particulier avec les mots, la littérature, l'apprentissage de la lecture et évidemment de l'écriture, en fait, m'ont ouvert tellement de perspectives dans ma construction, d'abord de jeune fille, puis de jeune femme et après de femme. Et c'est vrai que dès l'adolescence, donc j'ai évidemment fait un cursus littéraire, et dès l'adolescence, tu vois, j'ai encore des souvenirs en tête à 16 ans, me retrouver pendant des heures en train de griffonner des feuilles blanches, remplir des journaux intimes, mais pas seulement en fait, écrire tout le temps par besoin, nécessité, par cet élan en fait viscéral de m'exprimer. Et donc, je crois que ça a juste suivi mon parcours. J'ai jamais cessé d'écrire. Et là où en fait, quand les choses sont à la fois un besoin et en même temps que ça rencontre peut-être une attente du monde extérieur, ben à un moment donné, il y a eu un peu ce carrefour-là entre moi qui avais envie d'écrire, les gens quelque part qui petit à petit avaient envie de me lire, et puis du coup, ça s'est exprimé à travers des livres. Donc là, c'est le quatrième. Je me sens chanceuse et en même temps, j'ai envie de dire aux gens, c'est pas vraiment qu'une chance, c'est le trajet d'une destinée. On va en parler aussi à travers l'écriture de cet ouvrage, puisque ça parle de ça, de comment on attire notre destin, celui voilà qui nous est réservé. Et donc pour moi finalement aujourd'hui ça me semble complètement logique d'être devenue autrice, de pouvoir écrire sur les grandes réflexions de mon existence, parce que c'est aussi ça, et qu'à chaque fois que j'écris finalement je suis aussi la première à pouvoir intégrer ce que j'ai à transmettre aux gens. Donc c'est toujours aussi ce cheminement de faire quelque chose pour moi qui sert le monde. Et donc voilà, et ça donne ce quatrième livre. Donc je dirais que dans ce parcours, ouais, les choses elles se sont fait naturellement, et les mots, et même les mots là dans notre échange, hein, c'est quelque chose qui a toujours donné beaucoup de dimension, beaucoup de poésie à mon existence, et j'en ai besoin. J'ai besoin de narrer les choses avec les mots les plus précis et les plus beaux possibles. Donc voilà, je sais pas si je réponds tout à fait à ta question, mais Si, et puis justement, toi, dans ton parcours, tu as attiré beaucoup de choses à toi, cassé des codes, tu y es beaucoup allé avec l'audace. Est-ce que tu pourrais nous parler justement un peu voilà, de ce passé-là où tu as un peu transgressé comment dire, des règles, des croyances et manifesté quelque part la vie de tes rêves progressivement? c'est intéressant parce que finalement, bon, moi déjà, je l'ai jamais vraiment trop vu comme une transgression. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai grandi avec des parents, et notamment, donc c'est ma mère qui m'a élevée. Et ma mère, elle me parlait beaucoup d'une réalité dans mon enfance, et une réalité soi-disant commune à tout le monde. Donc elle me disait, bah ça, c'est la réalité, ça, c'est la vie, ça, c'est comme ça. Et moi, ces discours-là, ils m'ont toujours, mais alors, angoissée, énervée, mise en colère au plus haut point. Il y avait quelque chose que je réfutais naturellement à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que ce que me dépeignait ma mère comme soi-disant la case dans laquelle j'étais censée rentrer, alors pas forcément juste en tant qu'individu, mais comment cette vie est censée fonctionner. Et j'ai eu un refus très jeune de ça. C'est passé concrètement par beaucoup m'engueuler avec ma mère. Donc j'ai beaucoup d'amis d'enfance encore aujourd'hui que j'ai gardés et qui ont des souvenirs d'entendre hurler dans la maison de ma mère, de nous entendre toutes les deux se hurler dessus, parce que vraiment c'était très profond, très puissant chez moi, de vouloir dire non en fait à tout ce bordel avec lequel j'avais pas envie de grandir et d'évoluer, toutes ces visions hyper insécurisantes, toutes ces étapes que décrivent les gens, enfin cette vision soi-disant commune de la réalité, elle me convenait
pas. Donc moi, j'avais envie d'inventer ma réalité à moi. Et dans ma réalité à moi, bah, tout ce dont j'avais envie était possible. Donc en fait, c'est surtout ça qui s'est mis en place. Donc j'ai toujours quelque part suivi ce qui m'appelait. Là, on parlait des études littéraires. Bon, bah c'est sûr que moi j'ai terminé mes études parce qu'après je n'ai pas poursuivi. Je me suis arrêtée après mon bac, même si j'ai fait à peu près 6 mois à la Sorbonne, mais plus pour draguer les garçons qu'autre chose. Et après très vite j'ai suivi voilà un parcours dans lequel j'ai eu la chance. Alors bon, j'enlève encore une fois le mot chance, mais même si j'ai beaucoup de gratitude pour ça, mais j'ai eu l'opportunité de pouvoir exercer le métier de journaliste dès mes 19 ans. Et pareil, dans la réalité que j'étais en train de me dépeindre, c'était possible en fait. Donc j'ai fini le lycée, j'ai eu mon bac, j'ai commencé ces quelques mois à la Sorbonne, puis après je suis partie. J'ai commencé à faire des petits boulots parce que l'émancipation financière avait toujours été un élément important de ma vie. Depuis que j'étais jeune, en fait, je travaillais les étés, je voulais gagner mes sous. En fait, je voulais dépenser mes sous comme j'avais envie. Donc j'avais un truc aussi où depuis 13-14 ans, même avant, parce que je faisais du babysitting avec tous les petits voisins de ma rue, il y avait toujours ce besoin d'avoir mes sous et de faire ce que j'en voulais. Donc c'est vrai que la liberté, c'était une valeur présente. Et donc c'est ce qui m'a poussé à un moment donné, donc j'avais à peu près 18 ans, à faire des petits boulots. Et de boulot en boulot, de rencontre en rencontre, j'ai pu voilà faire cette rencontre, cette fameuse rencontre avec ce patron qui m'a donné ma chance en tant que journaliste. Donc j'avais 19 ans, j'ai commencé à travailler pour lui, j'ai travaillé 9 ans dans son entreprise, je suis devenue animatrice radio, j'ai eu la chance de pouvoir développer une antenne, de pouvoir écrire dans des magazines, enfin de développer vraiment déjà un premier rêve voilà, et j'essaye de pas trop bifurquer de ta question, mais en tout cas je sais pas si c'est de la transgression, mais j'ai inventé mes règles à ma manière, ce qui m'a permis dans la réalité concrète et matérielle d'attirer ce que je désirais, puisque pour moi bah, dans la réalité que j'étais en train de me dépeindre, c'était possible, tout était possible, et donc c'est ce qui s'est passé. Et après, voilà, tout au long de mon parcours, une fois que tu as réussi à le faire pour une chose, tu sais que c'est possible pour tout. Donc voilà, j'ai réalisé que finalement, toute cette réalité que ma mère m'avait un peu dépeinte, elle appartenait à certains, ou en tout cas à elle dans sa vision du monde, mais que chaque individu sur Terre, je pense qu'on a à s'émanciper, donc je reprends ce terme, tu vois, mais à s'émanciper d'une réalité qu'on pourrait, dans laquelle on souhaiterait nous faire rentrer, qui ne nous convient pas. Et en fait, moi, ça a été peut-être bah, l'opportunité de ma vie, ou en tout cas la plus grande des audaces, c'est de me dire non, je vais pas me calquer à cette réalité qu'on dépeint, aux règles soi-disant communes à chacun. Pour moi, on a chacun nos règles et on les invente. Et donc voilà, et j'ai inventé les miennes et elles ont donné vie à mon existence telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est ce que je transmets, voilà, notamment bah, à travers mes livres ou tout ce que je peux proposer. C'est vraiment de permettre aux gens de libérer et déjà dans leur vision d'une réalité possible les choses pour qu'elles se mettent à exister à l'extérieur. Hmm. D'ailleurs, moi, je t'ai connu en tant que directrice de cette radio et je voudrais te remercier parce que c'est vraiment, ça a été vraiment un de mes points de départ de mon cheminement et de ma découverte de tout ce monde-là un petit peu alternatif et différent. Et ça a été, je crois, aussi la source d'inspiration pour plus tard prendre un micro et créer un podcast. Donc, je voudrais te remercier pour ça. Et justement, tu parlais de ces limites et de comment est-ce qu'on peut justement essayer de s'en libérer. Par quoi est-ce qu'on commence lorsqu'on prend conscience que bah, on n'a pas la vie qu'on aime et qu'on aimerait aller plus loin et suivre un petit peu une voie intérieure qui mène peut-être jusqu'à ses rêves? Par quoi ça commence pour toi, ce chemin-là? Bah, c'est intéressant là tout de suite ce qui me vient, c'est quand on n'a pas la vie qu'on aime, finalement, c'est qu'on n'est pas devenu la personne qu'on avait envie d'être. Donc c'est de se poser la question de quelle personne on a envie d'être. Et ça passe pas par des cases, ça passe par des valeurs, ça passe par des sentiments qu'on a envie de vivre. Moi, la femme que j'ai envie d'être, c'est une femme qui est libre, c'est une femme qui aime, c'est une femme instinctive. Enfin, c'est tellement de choses. C'est une femme courageuse. Ça aussi, ça a fait partie vraiment des éléments pour lesquels j'ai refusé d'opter pour la part de moi que je voyais peureuse, parce que j'ai été, bah, comme tout le monde, on a tous des parts peut-être de courage et de peur. En tout cas, il y avait une part chez moi très peureuse de plein de choses et contre laquelle je me suis opposée, c'est-à-dire que j'ai bâti une femme que j'ai découverte dans le fond d'elle-même extrêmement courageuse. Et finalement, plus on dépasse nos peurs et plus on se rend compte que c'est possible de le faire. Donc après, c'est des engrenages positifs qui se mettent en place. Mais je dirais que ce serait ça,
ça, c'est-à-dire dépasser nos limites. Ça parle souvent de dans quel flacon tu vis en fait et qu'est-ce qui circule dans ce flacon. Il a quoi ce parfum en fait de particulier? Et c'est presque le rendre à travers les ingrédients qu'on y ajoute de plus en plus proche de la fragrance de ce qu'on est. Hein. Je m'exprime beaucoup en métaphore, mais c'est parce que ça me parle. Donc je dirais pour les gens qui nous écoutent, posez-vous la question de quel homme ou quelle femme vous avez envie d'être, vous avez toujours voulu être, de quoi il est composé, à travers quelles valeurs il s'exprime. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous de vivre, de ressentir dans cette vie, sur cette terre? Encore une fois, moi j'ai toujours eu la présence d'esprit de me rappeler que la vie était courte. C'est un chemin, voilà, indéterminé. On ne sait pas de combien de temps on dispose. Et moi, j'ai envie j'ai cette urgence en fait, de vivre au maximum ce qui peut me rendre heureuse et d'avoir cette impression que j'ai pas à attendre tel élément extérieur pour déjà vivre le bonheur que j'ai envie de me faire vivre. Donc pour ça aussi, il y a tellement de gens qui attendent, et je vais dire un truc très cliché, mais la retraite, les vacances, la rencontre avec quelqu'un, l'argent, le fait d'avoir des enfants, d'avoir une maison, enfin, mille et une attentes qui peuvent conditionner notre bonheur. Et en fait, quelque part, moi, je lutte contre cette idée. J'ai pas envie voilà, d'avoir cette sensation d'être dans une salle d'attente où un jour, peut-être, si l'univers, Dieu est d'accord pour me donner ce que je veux, ça y est, ça me rendra heureuse. J'ai pas ce rapport-là, en fait. Et je trouve que c'est un rapport très enfantin. C'est comme si, tu vois, et j'en parle dans le livre, t'es un peu comme un enfant qui est dans l'attente que son parent lui dise oui ou non. Bah moi, j'ai pas ce rapport ni à Dieu, ni au ciel, ni à l'univers. Ce que je me dis, c'est qu'évidemment, on est entouré de magie, mais cette magie, elle n'est que en lien avec notre magie intérieure. Donc c'est comme si, quand on veut parler de magie à l'extérieur, quand on veut parler de divin, bah il y a l'importance fondamentale de parler de cette étincelle de divin qui vit en nous. Et c'est comment l'actionner. Et même si elle est en lien avec tout le divin qui nous entoure, mais ne pas oublier cette part-là. Et justement, pour moi, elle passe par la capacité qu'on a à se rendre heureux tout de suite maintenant, sans être dans une attente de quoi que ce soit. Et ça change une vie en fait. Donc c'était vraiment l'importance aussi, et à travers ce livre, de transmettre ce message-là. Parce que je vois trop de gens aujourd'hui vivre dans une to-do list de choses à réaliser et de se dire, bah, le jour où je pourrais enfin vivre ça, ça y est, je serai heureux. Alors que finalement, à chaque période de nos vies, il y a de l'épanouissement à trouver, il y a des enseignements à venir intégrer, il y a plein de choses. En fait, tout est riche à vivre. Encore faut-il s'ouvrir dans notre regard, tu vois, à le percevoir ainsi. Hmm. Et comment est-ce qu'on peut justement, t'en parles dans ton premier chapitre et dans ce livre qui est vraiment d'une fluidité et vraiment qui m'a beaucoup inspiré. Et comment est-ce qu'on justement dépoussière cette notion du divin et on arrive à trouver la juste posture entre un peu soumission à quelque chose de plus grand et s'en remettre à plus haut. Comment est-ce voilà, on reconnecte un peu à soi-même finalement et au divin en nous? Bah, c'est intéressant parce que finalement, là, on parlait de règles édictées dans une vie ou d'une forme de réalité ou de normalité. Moi, je pense que même dans la spiritualité, il y a ça. C'est-à-dire il y a des normes, il y a des dictates, il y a des manières de penser, il y a des codes. Et donc, c'est comme si, déjà, la première chose, c'est que on se réapproprie notre propre notion du divin. C'est pas juste bouffer tel quel quelque chose qu'on vous sert ainsi. C'est vraiment le mettre dans le fond et dans la forme de ce qui va résonner pour vous. Et justement, c'est peut-être pas s'en remettre. La première chose, c'est que vous souhaitez actionner vos pouvoirs magiques, le divin en vous, bah c'est de pas vous dire que c'est un livre qui va tout vous donner, c'est le contact avec tel archange qui va tout vous donner. Enfin, c'est jamais de se positionner dans l'attente que ça vienne de l'extérieur, tu vois. Et finalement, dans une soumission, bah c'est comme si on attend encore une fois que ça se passe. Si Dieu le veut, comme dit un peu le terme Inch'Allah, bah en fait, si Dieu le veut, moi j'aime pas. C'est pas si Dieu le veut, c'est si moi je le veux et si je le désire au plus profond de moi et que ça va dans un ordre divin. J'entends cette subtilité là. Et ben les choses elles se feront. Mais c'est pas que
si Dieu le veut. C'est si Dieu le veut et que moi je le veux et qu'on le veut ensemble et que let's go, tu vois. Donc c'est peut-être ça en fait, dépoussiérer le divin, c'est voir aujourd'hui qu'il y a tellement de matière autour de la spiritualité et c'est s'approprier en fait les matières qui vous parlent, les personnes qui incarnent des choses qui vous ressemblent. C'est de piocher un peu à droite à gauche et c'est de faire sa propre recette. Et en fait, c'est de se sentir légitime et capable de trouver ses propres codes, de trouver ses propres recettes, de savoir ce qui marche pour soi, de connaître ses correspondances, ses résonances, enfin tu vois, d'aller dans un trajet mais qui nous est propre parce qu'on est tous différents. Toi, peut-être que tu peux me dire, il y a tel auteur, j'ai adoré, ça m'a ouvert, etc. Et moi, je te dirais, bah c'est quelqu'un d'autre parce que l'auteur dont tu parles, il m'a pas forcément parlé. Et ça veut pas dire que c'est vrai ou faux. Ça veut dire que juste on est ce qu'on est et on choisit les endroits où ça résonne. Donc moi, j'inviterais vraiment les gens à aujourd'hui ne pas se demander qu'est-ce qui est bien de faire, qu'est-ce qui est bien de lire, qu'est-ce qui est bien de mettre en place, mais qu'est-ce que moi j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce qui tout d'un coup lorsque j'en entends parler, je me dis putain yes, ça me parle ça, j'ai envie de tester. En fait, c'est de faire appel à l'enthousiasme, à l'instinct, à l'élan, à l'envie, tu vois, plutôt que d'être encore des bons élèves de la spiritualité, genre alors petit 1, loi d'attraction. Petit 2, etc. Bah moi j'ai voulu écrire un livre dans lequel dire aux gens il n'y a pas une loi extérieure, il y a une loi à l'intérieur de vous. Encore une fois, qui résonne avec une loi extérieure, je l'entends. Il y a une intelligence au vivant partout autour de nous et en nous. Mais du coup, c'est juste mettre en résonance ces deux espaces-là et surtout aller aux endroits où ça vous appelle. Donc, tu vois, moi, je donne un exemple, mais on me demande souvent des recommandations de livres, de trucs. Bon, à part mes livres que je recommande évidemment, je dis souvent aux gens, en vrai, la vie, c'est un peu une chasse au trésor. Est-ce que vous préfériez pas aller dans une librairie, dans une Fnac, et vous laisser guider par ce qui vous appelle? Parce que moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, et je trouve ça bien plus mystique, magique, de me dire que putain, comme par hasard, bon, on croit pas vraiment au hasard, mais entre guillemets, on est tombé sur un bouquin dans un timing particulier, on a lu une phrase, un mot, un truc qui est rentré en résonance. Je trouve ça beaucoup plus agréable, en tout cas de mon point de vue, de vivre la vie comme ça, que de suivre en fait des étapes qu'on m'aurait données en disant alors voilà petit 1, petit 2, ou juste de lire des choses ou suivre des cursus, des formations, voilà, où soi-disant faudrait passer par là. Voilà, l'idée c'est de suivre en fait notre propre chemin et je pense que là on dépoussière notre divin à nous puisqu'on se rend compte que finalement notre instinct, notre intuition, notre intelligence divine, elle nous guide toujours au bon endroit au bon moment et donc c'est beaucoup plus intéressant quelque part de se laisser un petit peu driver par ça que d'être en permanence tourné vers l'extérieur pour demander bah tout le temps notre chemin. Parfois c'est bien de se perdre aussi et pour mieux se retrouver. Donc je dirais vraiment pour les gens qui nous écoutent, apprenez à suivre votre drive intérieur, apprenez à entendre là où ça va vous attirer. Je parle aussi beaucoup, bah, évidemment, de l'attraction, mais du coup, dans cette idée d'attirance, tu vois, comme on est attiré par des gens, par des choses, par des lieux, par des idées, par des projets, par, voilà, tout un tas de choses, bah, c'est un bon curseur ce qui vous attire, en fait. Donc, ouvrez-vous à ça, ressentez-le encore plus et surtout, obéissez à tout ce qui vous attire, ça vous guidera toujours dans des endroits justes et souvent, voilà, fait d'enchantement, d'expériences positives, enfin, en tout cas, celles qui vous sont réservées. Hmm. Donc quand on se met sur ce chemin justement de suivre ce qui nous attire, il y a aussi le chemin, l'autre chemin où quand on se reconnecte à soi, on redevient soi-même aussi plus attirant et magnétique. Est-ce que tu peux nous en parler aussi de ce côté-là? Comment est-ce que finalement on attire à soi aussi les expériences et on a ce pouvoir-là aussi de manifestation et oui, d'attirance en fait. Bah en fait, moi je pense qu'on est magnétique et attirant à l'endroit même où on s'habite en fait. Et le mot de s'habiter, ça peut paraître abstrait pour beaucoup parce qu'ils vont me dire ça veut dire quoi habiter ce qu'on est. On vit tous à l'intérieur de soi, sauf qu'on vit tous plus ou moins à l'intérieur de soi en fait. Il y a plein de gens qui sont sans s'en rendre compte inconsciemment dans le rejet, la lutte, le jugement de tellement de parts d'eux-mêmes. Il y a tellement un endroit où pour moi s'incarner clairement dans sa peau, c'est plus choisir de vouloir être dans n'importe quelle autre peau, c'est de choisir la sienne en fait. Et donc petit à petit d'être au contact de cette intelligence divine dont je parlais
qui nous donne les directions en permanence. Ça permet de faire grandir la confiance qu'on se voue à soi-même, puisque la confiance, bah, c'est comme une confiance, comme si moi, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas me guider au bon endroit. Bon, bah, c'est pareil, quand on a confiance en soi, c'est savoir que la personne en nous, elle est notre meilleur guide. Et donc, tout ça, bah, ça se met en place aussi avec l'expérience de se suivre soi-même, de s'emmener vers les aventures qui nous sont, attendues. Donc, je dirais que voilà, vraiment, c'est petit à petit de comprendre qu'il y a cette importance d'aller regarder en soi ce qui aujourd'hui nous pose encore problème dans l'interprétation qu'on en fait. Encore une fois, sans s'en rendre compte, hein, on est tous, en tout cas, on nous fait grandir dans des environnements dans lesquels on nous apprend bien plus à lutter contre des espaces de nous-mêmes qu'à leur faire de la place. Et ça veut pas dire que... c'est marrant, je recevais une question sur Insta hier où on me demandait comment tu fais pour aimer tout ce qui fait partie de toi. En fait, c'est intéressant parce que je crois pas que ce soit toujours cette notion d'aimer follement et amoureusement toute part de moi, mais c'est juste que c'est comme avec des gens sur Terre. Il y a des gens, c'est pas que je les aime nécessairement, mais c'est que ils ont le droit d'exister, ils ont le droit d'être ce qu'ils sont, et moi j'ai le droit de sentir que bon bah on est dans une cordialité, tu vois. Bah finalement ce serait ça, c'est-à-dire qu'avec des parts de soi, c'est ne pas les juger, dire qu'elles sont là, c'est pas forcément toujours se dire tout de nous est magnifique, merveilleux, etc. Parce que les gens ont du mal avec cette subtilité, mais c'est juste que aujourd'hui, en me vivant, je sens que je ne rejette pas de part de moi. C'est-à-dire que même s'il y a des parts qui peut-être me mènent moins à de la fierté ou à de l'amour, en fait, c'est des parts qui ont le droit d'être là, elles sont légitimes, elles sont humaines. Et donc, au lieu d'être dans un rejet, je suis plutôt dans un rapport de responsabilité à ce qui m'appartient. Voilà, et je fonctionne comme ça, avec moi-même, dans mon rapport avec les autres, d'être capable de me remettre en question, d'être capable de m'excuser quand je vais trop loin, mais pas de me culpabiliser, pas de me flageller, pas d'être en permanence en train de me dire là t'as mal fait, là t'es pas une bonne personne, là tu fonctionnes pas comme il faudrait, là t'as des défauts, etc. C'est pas comme ça que je fonctionne avec moi. Je m'ajuste au fur et à mesure du temps. Il n'y a pas de notion de perfection non plus ou d'imperfection. Je vis pas dans ces rapports-là très polarisés. En fait, je me vis dans un nuancier très vaste, une personnalité complexe comme la majorité d'entre nous. Et voilà, et j'avance avec les éléments de ma personnalité, mais en tout cas, je ne les exclus pas. Et du coup, toutes ces notions-là que je décris là intellectuellement, plus on les intègre, plus on les vit en soi, et plus tout est fluide en fait, et tout se fluidifie. Donc voilà, je sais pas si c'est très clair déjà peut-être pour toi ou pour les gens qui vont nous écouter, mais c'est vraiment cette idée, aujourd'hui, vous voulez quelque part être magnétique, bah arrêtez de faire des concessions avec ce que vous êtes. En fait, on aime les gens entiers. Les gens, en fait, on a toujours été attirés par des gens qui arrivaient dans ce qu'ils étaient. Tu vois, et ça partout en fait, que ce soit des musiciens, des artistes quand ils sont dans leur monde, en fait des personnalités. Dès que les gens ils se vivent dans tout ce qu'ils sont, ils nous attirent en fait. En tout cas chez moi, alors j'ai hop, juste j'enlève Siri qui se déclenche. Voilà. En tout cas, moi, je crois que le charisme, il naît de ça. Il naît du fait de vivre ce qu'on est, sans exclure quoi que ce soit, sans être dans des luttes, en arrêtant de faire des concessions en permanence ou des compromis. Voilà. On arrive avec ce qu'on est, on dit la vérité de ce qu'on est, et ça, il y a quelque chose de complètement magnétique à ça. Et je pense qu'on peut le remarquer chez plein de gens. Et quand on se demande même, là, quand on pense, imaginons les gens qui nous écoutent, si vous pensez à quelqu'un que vous trouvez profondément charismatique ou magnétique, demandez-vous ce que vous trouvez de magnétique. Et souvent, bah, c'est la confiance en soi, c'est le fait que la personne, elle arrive et elle transpire de ce qu'elle est, de sa sensibilité, du monde dans lequel, voilà, elle inscrit son existence. Des gens entiers, des gens où voilà, ils ont actionné pour moi la lumière à l'intérieur. Donc du coup, on les voit de l'extérieur et ça fait un peu comme des phares. Et comment est-ce qu'on nourrit justement cette confiance profonde en nous-mêmes, tu vois, dans toutes les parts de nous et dans l'idée où, bah, en fait, quoi qu'il arrive, on va se débrouiller, on va se sortir. Comment est-ce qu'on arrive à nourrir cette confiance profonde en soi-même et avec tous nos aspects? Ben, en fait, là, dans ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est déjà se remettre les choses dans le vrai risque qu'elles ont. C'est-à-dire que la majorité des gens, ils partent dans un drama. Tu vois, genre, c'est-à-dire,
comme si parfois ils surestiment le risque des choses. En fait, il y a plein de peurs qu'on n'arrive pas à dépasser parce qu'on se dit, on les voit comme une montagne. Mais en fait, moi, je dirais que dans la vie, faut prendre petit à petit les peurs qui vous empêchent d'être heureux ou de vous vivre pleinement et d'aller les rencontrer et d'y aller en fait et de dépasser les choses et de vous rendre compte que là où vous aviez imaginé une montagne, en fait, ça se trouve, c'était qu'un caillou à venir enjamber et dépasser. Et donc voilà, je sais pas si ça répond tout à fait à la question que tu me posais, mais il y a vraiment ça, c'est-à-dire aujourd'hui la plus grande des craintes qu'on devrait avoir, c'est pas de souffrir, c'est de pas vivre assez, c'est de passer trop longtemps dans cette vie à survivre. Ça devrait être ça la plus grande crainte. Et la majorité des gens sont bloqués à la première, c'est-à-dire la crainte de souffrir. Donc imaginons ils ont souffert 3-4 fois en amour, ça y est, je ferme mon cœur, je veux plus aimer, j'ai peur de souffrir. Oui, mais en fait, t'es juste en train de te faire la misère tout seul, en fait, parce que l'amour est une des plus belles choses à vivre, que sûrement ce que tu as vécu, c'est l'expression de schémas affectifs à venir réajuster en soi. Ce sont des enseignements, c'est-à-dire que pour moi, la vie n'est pas un endroit qui vient nous mettre des fessées. La vie, elle est pas là pour vous punir, elle est pas là pour vous dire, bah voilà, toi, t'es une mauvaise personne. Un peu comme des enfants, tu sais, aller au coin. Mais non, en fait, la vie, elle tente à chaque fois qu'on vit des choses qui n'étaient pas prévues, elle tente de nous enseigner quelque chose. Donc quand on le prend comme ça, on arrête de se sentir des victimes, on arrête de se sentir des petits enfants qui obtenons pas ce qu'on veut et on se dit putain, ça y est, je vais m'asseoir là et je vais commencer à entendre ce que j'ai à comprendre de l'enseignement que je vis. Et puis aujourd'hui, il y a tellement de psy, de coachs, d'accompagnants, enfin en tout genre, pour ne pas se laisser dans ces états-là dans lesquels on reste juste victime. Donc voilà, c'est de se remettre debout en fait, c'est de cesser de donner raison à nos blessures parce que c'est ça qui se passe. Dans l'exemple où par exemple tu te dis bah on m'a brisé le cœur donc maintenant j'arrête de m'ouvrir à l'amour, mais en fait encore une fois c'est toi qui viens gâcher ta vie quelque part en te disant ça parce qu'en fait moi si nos blessures petit à petit, c'est ce que je vois chez les gens, finissent par leur coûter même de fermer leur cœur à une des plus belles choses à vivre, bah c'est nous qui quelque part nous sommes mis à ce moment-là dans une prison. Donc voilà, c'est l'idée dans cette vie de ne jamais donner raison à nos blessures, mais au contraire de transmuter les choses, de faire vraiment une alchimie en se disant il y a quelque chose qui est réactivé, qui est vraiment douloureux. Ok, si là c'est douloureux, si là je le sens émerger comme un symptôme qui avant était muet et là commence à vraiment faire du bruit, bon bah c'est qu'il faut que je le prenne en charge en fait. Et moi, toutes les fois où j'ai eu des douleurs qui sont devenues légèrement assourdissantes pour moi, je les ai pris en charge. Et en fait, j'ai passé aussi une grande partie de ma vie à me questionner sur, comme je vous le disais, bah, comment me libérer, notamment de choses qui me font souffrir. Et j'ai vu que ça marchait. J'ai vu qu'en fait, tout ce que je faisais vivre, c'était pas la faute au hasard, hein, c'était juste la conséquence de schémas inconscients présents en moi et dont je me suis petit à petit libérée. Et il y en aura peut-être d'autres des dossiers à venir libérer. En tout cas, j'en ai pris en charge une bonne partie. Et donc, je peux parler de cette expérience-là qui est vraiment, voilà, comment je me vis aujourd'hui versus il y a 10 ans, bah, avec beaucoup plus de liberté parce que j'ai eu la chance que la vie me donne des expériences et notamment peut-être ce qu'on pourrait appeler des expériences contrariantes, mais pour pouvoir me dire, OK, là, en fait, encore une fois, j'ai quelque chose à saisir. Donc, j'en fais un enseignement. Et à chaque fois, ça m'a tellement appris, enrichi, permis de me réajuster en moi que ça m'a profondément libérée. Et je vois que chaque année qui passe, je me sens un peu plus dans la vie et je quitte le mode survie. Je pense que clairement, aujourd'hui, je me sens plus dedans. Et c'est pareil, le livre, à un moment donné, on en parlera peut-être, mais je parle de la notion du manque. C'est quelque chose qui est récent chez moi, mais aujourd'hui, de plus me laisser ressentir des pensées automatiques de manque, de me dire je manque de ci, je manque de ça, d'argent, d'amour, d'opportunités. Ça aussi, c'est des pensées souffrantes. Donc, c'est faire un grand travail d'introspection pour aller regarder à l'intérieur de vous tout ce que vous pouvez vous raconter qui finalement fait écho à des souffrances profondes et les prendre en charge, d'en retirer l'enseignement et puis bim, on switch et là on passe une étape suivante et là la vie en nous et autour de nous se met à nous faire des propositions différentes. Donc voilà, et c'est le but. Le but c'est qu'on puisse de plus en plus attirer ce qui nous correspond vraiment et pour ça c'est déjà de sortir de victime à l'état de quelqu'un de responsable et de mature qui est capable en effet d'en faire des enseignements plutôt que des endroits où passer sa vie tu vois, à se sentir
pas ce qu'on est, pas assez nul, etc. Franchement, qui veut d'une vie comme ça? Donc tout ça aussi, ça part d'une décision à un moment donné de se dire, moi, je vais choisir le bonheur en fait, au lieu d'écouter sans cesse des vérités qui me rabaissent, voilà, qui me font pas du bien, tout simplement. Bah, j'ai envie d'opter pour le fait d'être heureux. Et tout le monde en soi a envie d'être heureux. Après, tout le monde ne se donne pas les moyens. C'est peut-être la différence. Hmm. Et peut-être que ça dépend aussi peut-être du regard qu'on porte sur les difficultés ou les entraves, les challenges. Et toi, justement, sur ces entraves sur le chemin, comment tu les regardes et comment est-ce que tu les transformes quelque part en opportunité? C'est-à-dire que, en fait, déjà dans ma lecture, aujourd'hui, je le vois pas comme quelque chose où je suis en train de, comment dire, euh, payer ou tu vois en fait je vais donner c'est difficile parfois de parler de manière abstraite donc on va donner des exemples. J'ai une amie récemment qui m'a appelé en pleurant parce que un homme qu'elle a fréquenté lui a dit bah voilà je me sens pas de continuer avec toi, on a passé un super week-end ensemble mais voilà t'es pas le genre de femme avec laquelle j'ai envie de construire plus. Et elle qui a une problématique bah, de manque de confiance, d'estime en elle-même, qui se sent instable, qui a plein de pensées de merde sur elle en fait, qui a plein de schémas de souffrants. Et ben elle était en boucle sur le fait que l'interprétation qu'elle en faisait, c'est bon bah voilà, je suis rejetée, il ne veut pas de moi. Parce que quelque part, il a raison. Enfin, quelque part, elle donnait raison à ce qu'il avait pu dire d'elle. Et ce à quoi je lui ai dit, en fait, aujourd'hui, tu as passé 2 jours avec cette personne. Je lui dis le fait que ça puisse ne pas aller plus loin. Ça, c'est le truc de la vie. Je veux dire, ne pas pouvoir accepter un non de la part de quelqu'un d'extérieur ou de prendre ce non comme une interprétation de bah ouais, bah voilà, je suis pas ce qu'il faut, je suis pas une bonne personne, il veut pas de moi, donc ça veut dire que il a raison quelque part et je suis digne de rejet. Et tu vois, c'est tout ça qui se passe en fait dans tellement de micro-situations de la vie. Et moi, j'ai tenté de lui dire, écoute, cette personne, elle te dit non, c'est un apprentissage pour renforcer ton estime de toi. Parce qu'aujourd'hui, si tu passes 3 jours à chialer sur le fait que cette personne qui t'a connu 48 heures, en fait, ait pu te dire non, je veux dire, après, ça arrive dans la vie. Il y a des gens avec lesquels on se correspond, d'autres avec lesquels on se correspond moins, certains avec lesquels on est censé passer 2 jours qui seront bien, mais pas plus, tu vois. Et ça, c'est juste grandir dans notre maturité, de savoir accepter le non de quelqu'un sans en faire un truc pour venir se taper sur la gueule ou nourrir nos blessures profondes. Bah voilà, en fait, à chaque fois, tout ça, c'est des petits apprentissages. Et c'est pas des moindres, en fait, parce que c'est toutes ces petites zones dans la vie dans lesquelles on peut se sentir contrarié, dans lesquelles on peut justement revivre une sensation de rejet, d'abandon, voilà, de mille et une choses. Bah, c'est de le prendre en fait comme des exemples concrets pour pour vivre et se vivre différemment là-dedans. Et elle, je lui ai dit, bah, si par exemple là, tu renforces ta confiance en toi et en ta valeur, si tu sais petit à petit au fur et à mesure de ta vie de femme que tu es une femme qui est digne d'amour, digne d'intérêt, que toi-même tu aimes te vivre, qu'il y a d'autres gens qui aiment vivre à tes côtés. Bon bah voilà, donc cet homme, il a le droit de pas vouloir continuer avec toi, mais c'est pas pour autant que ça vient tout d'un coup détruire tout l'édifice de ce que tu es. Et donc voilà. Et pour moi, bah elle a comme une espèce d'alerte rouge de la vie pour dire, tu vois, enfin là je fais le signe d'une sirène, mais comme s'il y avait une sirène qui était en train de retentir pour dire, ouh là, il y a urgence, t'as 34 ans, il faut que tu renforces ton estime de toi. Sinon, tu vas vivre une vie dans laquelle tu vas être malheureuse. Et si ça se trouve, bah, elle a attiré cet homme-là pour justement renforcer ça et ne pas utiliser encore cette situation pour se dire, bon bah voilà, je suis pas ce qu'il faut et passer je sais pas combien de jours à pleurer, alors qu'au final, je veux dire, ça c'est la vie, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des gens, encore une fois, on les croise, on vit quelque temps avec eux. Faut garder le meilleur des choses. Faut tenter de faire ça en tout cas et ne pas prendre n'importe quelle situation pour venir se dire qu'on est pas suffisant, pas à la hauteur, digne de rejet, d'abandon ou de je ne sais quoi. Hmm. Est-ce que ça éclaire ta question? Mais oui, et justement, tu vois, avec cette idée dans ton livre et cette phrase qui m'a un peu marqué, c'est cette idée là de justement de pas prendre la fin d'une histoire d'amour ou de n'importe quelle autre histoire comme un échec et qu'on a tort de les prendre ainsi. Et justement, comment
toi, quel est ton rapport justement aux échecs et comment est-ce que justement de ces expériences, disons pas forcément souhaitées au départ, on en fait quelque chose de plus grand et qui nous fait grandir. Ben, c'est marrant parce que tout à l'heure, je parlais un peu de ces polarités, tu vois, qualité, défaut, tout ça. Échec, réussite, je le vois pas comme les gens. C'est-à-dire que, alors même si j'entends que par exemple aujourd'hui, je sens qu'un des plus grands succès de ma vie, c'est de me sentir bien, bien dans ma peau, sereine, à ma place en fait. Ça fait partie quelque part, si je dois utiliser le mot de succès, du succès aujourd'hui de ce que je vis. Est-ce que ça prend la forme de ce que j'avais imaginé quand j'étais enfant, représenter le succès? Tu vois, justement, avant c'était des représentations. C'était me voir ici, voir de la notoriété, voir ci, voir ça. En fait, plus je mûris et plus je me dis, mais le plus grand des succès dans cette vie, c'est que je me sente bien, que je me réveille à un endroit où je suis heureuse, d'aimer vivre avec la femme que je suis, d'aimer le voyage qu'est notre vie, etc. Donc, ce serait vraiment ça. Et donc, du coup, dans cette existence, tout ce qui se présente et que je n'avais pas prémédité, mais bon, il y a rien que j'avais prémédité en fait. Je suis quelqu'un qui s'engage dans les choses de sa vie. Quand mon cœur me dit va vers là, je vais aller vers ça. Et encore une fois, là, je pense à des exemples concrets pour que ce soit encore plus parlant pour les gens qui nous écoutent, mais même dans les situations dans lesquelles la vie a pris un virage à 360 et ne m'a pas permise de prolonger quelque chose où je pensais que ça se passerait comme ça. Bon, bah, déjà, je l'ai jamais considéré comme un échec. Et même là, si je donne des termes précis, par exemple, donc j'ai vécu une très belle histoire d'amour avec un homme que j'ai épousé, avec lequel on s'est séparés aujourd'hui. Et si tu dois me dire avec du recul aujourd'hui, qu'est-ce que je pense de ce CV amoureux? J'adore parce que dans le sens où j'aurais jamais prémédité de moi que tu vois j'aurais bah, un premier mari. Donc déjà je trouve ça hyper comment dire fun presque. Je le vois avec un côté de bah c'est ça d'être une femme libre. En fait, on essaie. Alors, j'ai jamais pensé qu'une histoire d'amour devait durer 80 ans. Hein. J'ai bien conscience que on n'est plus les mêmes générations que nos grands-parents. Voilà, à vouloir à tout prix faire tenir les choses. Ce qu'on veut, c'est vivre des histoires, que ce soit d'amour ou d'amitié, enfin des liens humains qui nous rendent heureux un maximum de temps. Après, si ce maximum de temps, bah c'est quelques années, 10 ans, 20 ans, c'est déjà super. Donc moi, j'ai aucun regret. Pour moi, si par exemple je dois revenir sur cette histoire d'amour que j'ai vécue, elle a été tellement pleine d'enseignements, elle m'a permis tellement d'avancer aussi et de cheminer vers la femme que j'avais envie de devenir. Elle n'est que positive en fait. Et aujourd'hui, en ayant le recul là-dessus, mais en fait, c'est impossible pour moi d'imaginer même une seule rancœur ou un seul sentiment d'échec vis-à-vis de ça. Tant ça m'a appris, tant ça m'a permis de devenir la femme que j'avais envie d'être, et même dans l'espace de la séparation. Donc en fait, tout a du sens. Donc comment le percevoir comme un échec alors que finalement ça n'a été que des enseignements qui étaient beaux. Et en plus de ça, et ben encore une fois, vu que je suis écrivaine et que j'aime beaucoup la narration des choses, bah moi j'adore que le livre de ma vie s'inscrive dans des chapitres auxquels je m'étais pas attendue. Et le chapitre du divorce, bah je m'y étais pas attendue, mais aujourd'hui je me dis bah il est cool en fait ce chapitre puisqu'encore une fois il m'a permis tellement d'éclairage, de monter des marges de compréhension, d'avancer avec plus de clarté, plus de sérénité. Enfin, ça m'a amené que de la paix. Donc, comment rejeter quelque chose qui n'a amené quelque part que des enseignements qui aujourd'hui font qu'on est bien? Impossible, ça peut pas être un échec. Donc j'inviterais les gens à vraiment voir les choses comme ça. Et les réussites, c'est pareil. Peut-être aujourd'hui, au lieu d'avoir des réussites qui sont comme, tu vois, dans une forme de projection, bah, se dire nos réussites, c'est de nous sentir bien, d'être bien dans votre peau, la peau dans laquelle vous vivez chaque jour, d'être bien dans votre vie, de vous sentir apaisé au maximum, en sécurité, serein, avec le cœur qui bat pour des projets, des relations, des opportunités qui se présentent à vous. Finalement, ce serait ça, je pense, l'ultime réussite pour chacun. Hmm. Tu parlais tout à l'heure justement des manques et de comment on essaie de fonctionner naturellement pour essayer de les combler et puis d'attirer ce qui nous manque. Et justement, pour attirer, c'est peut-être pas la meilleure façon que de ressentir le manque. Comment est-ce que toi tu as fait et quelle est cette nouvelle relation au manque dont tu parlais quelques minutes avant? Bah,
c'est intéressant parce que inconsciemment, je pense qu'on nous apprend beaucoup, même dès l'école, tu vois, c'est comme s'il y a cette notion de on remplit les choses parce qu'on en manque. Euh, Tu vois, je sais pas, par exemple, dans mon cas, bah, j'ai appris à créer de l'argent parce que j'en manquais. J'ai appris à vivre de l'amour parce que j'en manquais. Il y a toujours eu ce rapport de il manque un truc donc je viens le compléter. Tu vois, mon frigo est vide, bon bah je vais faire les courses. Et en fait, il y avait cette notion-là. Sauf qu'avec les grands éléments de notre vie, moi j'ai compris au fur et à mesure du temps que déjà les pensées que je peux avoir de manque, elles me font pas du bien en fait. Si je me raconte que là je manque de quoi que ce soit dans ma vie, bon bah ça va me rendre triste, ça va me rendre je sais pas nostalgique, ça va creuser un truc. Le manque en général, ça creuse quelque chose. Euh, donc j'ai eu cette prise de conscience et notamment en écrivant ce livre de d'avoir quelque part sans m'en rendre compte transité sur ces notions-là. Et aujourd'hui et je le vois aussi et je l'ai vu à travers des éléments très concrets. Par exemple, bah voilà, je suis chef d'entreprise depuis 6 ans. J'ai eu quelques années où les choses ont été d'une fluidité absolue. Puis là, il y a une petite crise économique, etc. Bon, même si j'aime pas tant me référer à l'extérieur, mais voilà, on sent que les gens ont plus le même rapport aux choses. Donc, il y a eu un petit creux. Et donc, quand on est chef d'entreprise, on peut s'attendre à ce qu'il y ait à ce qu'il y ait des moments où, voilà, les choses, elles soient fluides, elles cartonnent. Et d'autres moments où il faut un petit peu plus bah, donner d'énergie, de vibration, puis de foi, que de toute façon, on en sortira. Mais en tout cas, dans un moment où j'aurais pu me raconter que là, je manquais d'argent, de clients, de choses, j'ai vu que j'avais plus le même rapport à ça. Pareil avec l'amour ou l'affectif. Je me suis vue tellement de fois avoir envie d'attirer des rencontres amoureuses ou des relations, ou même, je sais pas, de la sexualité ou du lien, juste parce que j'en manquais. Et aujourd'hui, là, je vois que en fait, je sens que je manque de rien, mais ça veut pas dire que je ne suis pas ouverte au monde et à tout ce que la vie va me proposer. Mais c'est une dynamique qui est complètement différente, en fait. Voilà, c'est que je sais que la vie a prévu encore, la vie en moi et autour de moi a prévu encore mille et une aventures spectaculaires. Et aujourd'hui, je me sens bien juste à l'endroit où je suis. Et tu vois, c'est sans être du coup diminué en termes de joie par les attentes ou une soi-disant sensation de manque qui pourrait, voilà, créer quelque chose de désagréable. Donc moi, j'ai pas très envie de ressentir, ou en tout cas me faire ressentir, à travers les pensées que je peux avoir, la sensation de manquer. Et je pense que personne n'a envie. Personne n'a envie de se réveiller le matin et de se dire, oh là là, je manque d'amour, je me sens vide, je me sens seule. C'est hyper douloureux comme vision. Et quelque part, moi, j'ai compris que ça, c'était qu'une interprétation. Parce qu'au fond, on est quand même toujours entouré, on a toujours de l'amour. C'est pour ça que c'est aussi important bah, d'apprendre à se le faire vivre. Et puis, bon, quoi qu'il arrive, moi, il n'y a pas que mon amour de moi. Je me sens tellement entouré de gens merveilleux et aimés et choisis qu'en fait, ce serait même quelque part de l'ordre d'un mensonge que de me raconter que je manque en fait. Donc voilà, aujourd'hui c'est dans mon existence et cette transition, il y a eu vraiment un mouvement. Et ce que je trouve de bien, c'est que finalement après, quand on revit des situations similaires à ce qu'on a pu déjà vivre et où on avait presque avant tout le temps une perspective de douleur ou de souffrance quand on les vivait, bah en fait c'est là où on se rend compte qu'on a évolué, c'est qu'après on fonctionne plus pareil avec les choses. Et moi aujourd'hui je fonctionne plus pareil avec cette sensation de manque. Et du coup je l'écris dans le livre, il y a un chapitre qui s'appelle vraiment le manque est un tue l'attraction parce que je crois que si on est dans cette énergie du manque, ouais, ça va être compliqué d'attirer les choses, hein. Et d'ailleurs, voilà, tous autant que l'on est, quand on est occupé à être heureux, c'est là où il se passe mille et une choses dans nos vies auxquelles on s'attendait pas. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à se remplir de ce qui compte en soi et de voir à quel point la vie va continuer à prolonger le tapis rouge avec tout ce qu'elle va nous envoyer, quoi. Donc, c'est je ne manque de rien, mais je suis prête à accueillir le monde et toutes les opportunités qui me seront destinées. Et en fait, c'est cet entre-deux-là dans lequel je trouve que c'est tellement confortable de vivre, voilà, et qui me tenait à cœur de transmettre aux gens aussi à travers ce livre. Hmm. Et tu parles aussi dans ce livre de se libérer des attentes qu'on a par rapport à ce qu'on désire et ce qu'on aimerait avoir ou attirer à soi. Comment est-ce qu'on fait pour justement se libérer de ces attentes? Ben, en fait, souvent, les attentes, tu sais, ça peut être lié aussi à des conditionnements. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas être dans l'attente,
de rencontrer quelqu'un, de faire un gosse, d'avoir un foyer, En fait, je dis pas, et j'explique dans le livre, je dis pas que ces étapes-là ne correspondent pas à l'épanouissement réel de certaines personnes, mais en fait, elles sont presque trop dictées pour être universelles, tu vois. Et il y a quelque chose de l'ordre de, déjà, par rapport à vos attentes dans cette vie, de vous demander pourquoi vous vous y accrochez autant. C'est-à-dire, tu vois, ça peut être, il y a des gens, ils veulent une stabilité professionnelle, financière, donc ils sont dans l'attente pour eux d'une représentation de ça. Donc ça peut être un CDI, mais ça se trouve ces gens-là, moi aussi je veux une sécurité, une stabilité financière et professionnelle, mais je peux le créer avec une entreprise. Donc c'est pas, tu vois, en fait, on peut tout créer à partir de ce que l'on est. Et ce que j'ai envie de proposer aux gens, c'est d'apprendre à se connaître eux-mêmes et de savoir faire le tri entre des attentes qui leur auraient été un peu héritées de l'extérieur, tu vois, ou d'une société qui nous fait croire qu'il y a des étapes, de se demander si ces étapes, elles sont vraiment les nôtres, est-ce qu'elles sont faites pour nous et d'ailleurs, en fait, quelque part, voilà, il y a des choses, il y a certaines personnes, les choses, elles sont arrivées naturellement. Ils ont rencontré quelqu'un dont ils sont tombés amoureux, ils ont fondé une famille et ça leur va très bien, les choses, elles ont été fluides. Mais pour tous les autres qui sont dans ces attentes que ça arrive, bon, bah, c'est peut-être se dire, en fait, la vie, là, elle a peut-être prévu quelque chose pour toi, là, tout de suite, maintenant. Et c'est peut-être pas la réalisation de cette attente, c'est peut-être un autre projet, un dossier, un truc vers lequel aller. Et moi, je pense que notre priorité, à chaque fois qu'on sent qu'on est dans l'attente, c'est de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre heureux? Et en général, quand on est occupé à être heureux, en fait, on n'est plus en train de se dire, non mais à quelle heure il arrive l'homme de ma vie là? Donc voilà, t'es juste heureuse. Donc c'est ça qui se passe. Et donc, je dirais, à chaque fois que vous vous sentez envahi par l'attente, parce que ça crée vraiment un truc qui nous envahit, bah c'est de se dire, en fait, là, actuellement, si ça se présente pas dans ma vie, c'est qu'il y a autre chose. Ça fait de la place à autre chose. Et donc, du coup, bah là, je vais me demander comment, en cette journée, en ce vendredi, je vais me rendre heureux, je vais faire ce qui compte, je vais aller vers ce qui m'appelle, etc., etc. Et donc, voilà. Et sortir de ça. Et l'attente, il y a quelque chose de l'ordre du figement. Donc, moi, je vous inviterais à vous remettre dans le mouvement. Le mouvement, c'est pas forcément extérieur, ça peut être intérieur aussi. On peut se remettre dans le mouvement en se faisant couler un bain, en regardant un film, juste tu vois, en sortant des choses, en remettant une dynamique où on n'est pas kéblo là chez soi à attendre sur son canapé, tu vois, en se disant allez, ça arrive quand là. Voilà, et je donne beaucoup la métaphore de dire c'est comme si vous aviez rendez-vous, vous êtes dans une salle d'attente, mais vous savez pas quel jour, vous savez pas à quelle heure, et donc voilà, vous êtes juste en train d'attendre. Bah si vous étiez persuadé que les choses qui comptent le plus pour votre cœur de vivre allaient arriver, en attendant, vous seriez en train de vous occuper à être heureux. Et en fait, si par exemple, tu étais persuadé que la personne qui va te rendre le plus heureux sur Terre, elle va arriver au juste timing, bon bah t'es plus dans l'attente, t'es en train de vivre ta vie, tu fais ce qui compte et voilà, et tu sais que ça va arriver. Donc c'est presque un peu avancer dans cette perspective-là. Et moi, je crois que notre cœur, quand il désire des choses, c'est pas par hasard, donc faut lui faire confiance aussi. Faut pas se dire ah putain voilà, mon cœur il me fait croire qu'un jour je vais rencontrer l'amour alors que pas du tout. Mais si en fait, mais c'est juste que voilà, être dans cette salle d'attente à regarder sa montre toutes les 5 minutes, c'est pas la bonne option. Et votre vie, en tout cas, là, elle est en train de s'écouler, elle est en train de quelque part elle être dans l'attente. Et là, vous pouvez pas vous permettre de faire attendre la vie en vous. Donc c'est la retrouver. Et comment on retrouve la vie en soi? Bah, c'est se poser la question pour chacun de qu'est-ce qui vous crée la vie. Et j'emploie cette métaphore de dire, on est un peu comme une allumette, faut trouver les surfaces abrasives contre lesquelles se frotter pour prendre feu et donc pour prendre vie. Et voilà, et trouver vos surfaces abrasives, ça, je peux pas le faire pour vous. On peut que, là, à travers ce podcast, vous donner envie d'aller chercher ces surfaces-là. Mais on en a absolument tous, chacun. Et donc, c'est d'aller les rencontrer dans cette vie, d'aller à l'aventure de ce qui sera les perspectives de notre bonheur. Et puis voilà, de s'y atteler. Et justement, quand on s'y attelle, on devient irrésistible. C'est quoi justement pour toi être ou devenir irrésistible? Le titre de ton livre, c'est... Il y a quoi derrière ce mot pour toi? Comment tu le qualifies? Bah, irrésistible, c'est-à-dire que rien de ce qui nous est destiné ne nous résistera, tu vois. C'est-à-dire qu'il y aura pas de,
il y aura pas de fausse invitation du cœur pour dire ah ça j'ai toujours voulu l'attirer et je pourrais pas l'attirer. Donc quelque part c'est ne plus résister ni à ce que l'on est parce qu'il y a ça, c'est-à-dire on en parlait tu vois dans le podcast de rencontrer les parts de soi, les nuances, et puis les rencontrer avec le temps qui passe, avec l'expérience de soi. Je vais te donner un exemple. Moi, je me suis toujours vue parisienne, citadine, avoir vraiment une part de mon identité. Euh, à Paris, en fait, et dans ce que Paris représente. Et puis, je découvre de Nathalie une version qui, avant, je me serais jamais trouvée aussi sexy que avec une belle robe de soirée et des loups boutins, tu vois. Et aujourd'hui, franchement, je crois que je me trouve jamais aussi sexy que lorsque je pars toute seule marcher en nature, je suis là pieds nus sur les pierres, à sauter, à faire des, en fait, à être intrépide, à être sauvage. En fait, je découvre dans ma propre vision une nouvelle facette de Nathalie dans laquelle, putain, mais moi, je l'aime cette femme-là. J'aime cette version de cette femme-là. Donc tout ça pour dire que en fait, il y a des choses, on n'aurait pas pu les préméditer. Il y a tellement de choses, on les découvre à travers l'expérience de ce qu'on fait de nous. Et donc, avec les années, en fait, qui passent, bah, je trouve que, voilà, il y a plein de gens, ils luttent contre le fait de vieillir. Mais les gars, vieillir, c'est avoir encore plus d'expérience de soi et donc encore plus de connaissances, de conscience de qui l'on est. Alors, tout dépend du chemin qu'on fait avec soi, mais en tout cas, normalement, c'est l'opportunité qu'on peut avoir en vieillissant. Et donc, c'est trop bien. Et moi, je découvre chez moi, bah, du coup, une femme qui me dévoile des facettes auxquelles je ne m'attendais pas et où je me dis bah je signe quoi. Donc voilà, donc c'est aussi je pense quand on est dans ce rapport de qu'est-ce qui fait qu'on est irrésistible, bah ne plus résister aux nouvelles directions que la vie en nous nous invite à prendre, ne plus vouloir choisir justement entre noir et blanc, mais se dire en fait on est un nuancier tellement intéressant fait de subtilité, donc c'est d'aller tout rencontrer et en fait de plus résister à nos envies, à nos appels et quelque part déjà de poser un regard sur soi où quand on se vit on s'aime en fait. Et moi, je me trouve pas irrésistible en me regardant dans le miroir, etc. J'en ai rien à foutre. Ça, c'est pas la question. C'est pas d'être irrésistible en mode ouais, je suis la plus belle femme de la terre, etc. Mais je me sens être la plus belle femme, en tout cas de la terre. Ça, on s'en fout. C'est pas la question. Mais la plus belle femme pour moi-même, en étant cette femme qui suit mes instincts, qui m'emmène vers des aventures qui me rendent heureuse, qui me font me déployer, m'ouvrir, me densifier, grandir. Et donc c'est ça, c'est pour ça que je m'aime en fait. C'est parce que j'aime la manière que j'ai de m'accompagner dans cette vie. Et donc, quelque part ça crée un truc irrésistible. Les gens qui, comme on le disait tout à l'heure avec le charisme, qui se vivent, qui se choisissent, qui se font confiance, qui s'aiment, qui débordent de ce qu'ils sont et de l'univers dans lequel ils ont inventé leur vie, bon bah c'est des gens, ils nous attirent en fait, ils attirent notre regard. Alors pas le regard de tout le monde, évidemment, il y a des espaces de correspondance, mais on devient irrésistible dans toutes ces notions-là, dans tous ces ingrédients, et de plus, voilà, de plus lutter non plus à travers nos propres yeux contre ce qu'on est. C'est pareil. Là, il y a quelque chose où on enlève de la résistance et au fur et à mesure, on fluidifie cette relation à soi. Et là, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre d'être irrésistible, en tout cas, à ses propres opportunités. C'est pas d'être irrésistible au monde entier, c'est d'être irrésistible à ce qui nous attend d'une manière très singulière chacun. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, quelque part, c'est ça que je parle de son meilleur destin, parce que ton meilleur destin n'est pas mon meilleur destin. Et donc, c'est, voilà, d'être irrésistible aux opportunités de notre meilleur destin à soi, voilà, d'une manière singulière. Et donc pour ça, bon bah, c'est aussi cheminer à se trouver irrésistible et irrésistible dans un sens profond. Quand on se vit, quand on s'accompagne dans cette vie, quand on dépasse nos peurs, quand on va vers nos projets, quand on aime petit à petit l'homme ou la femme en nous et qu'on apprend à le connaître, à l'accompagner, à être voilà attentif à ce dont il a besoin, envie, à ce qu'il désire. Enfin, toutes ces notions-là font que petit à petit, il y a quelque chose d'irrésistible qui se met en place. Et du coup, les gens bah, se sentent bien dans ces énergies-là, en fait. Normal, on se sent bien avec quelqu'un qui a confiance en lui parce que ça nous donne confiance en nous. On se sent bien avec quelqu'un qui s'aime parce que ça nous insuffle de l'amour. On se sent bien dans l'énergie des gens qui vont bien, en fait. Donc ça, c'est un fait tangible et important quand même à rappeler. Et, euh, et justement, tu vois,
dans ce livre, tu parles aussi tu redéfinis un peu la notion de séduction, celle qu'on connaît un peu de manière classique. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de ton regard sur ce qu'est la séduction, ce qu'est séduire et la différence avec la manipulation? C'est quelque chose que je trouve vraiment super intéressant. Bah, en fait, c'est comme si, de toute façon, tu sais, ce que je réalisais en écrivant le livre, c'est qu'en fait, on aime les gens aussi quand on vit avec eux ce qu'on souhaite vivre. Par exemple, je sais pas, je vais penser à des amis à moi. Bon, bah, je vis dans notre espace relationnel exactement tout ce que j'ai envie de vivre. C'est-à-dire que j'ai un groupe de super copines du lycée où on a grandi ensemble quelque part dans notre espace relationnel. Bah, je vis l'intégralité de ce qui comptait pour moi. Donc en fait, les bonnes relations, elles se créent dans un contentement, c'est-à-dire dans un endroit où on vit aux côtés de l'autre ce qu'on avait envie de vivre. Et donc ça, c'est intéressant parce que du coup, quand on se dit qu'on veut créer chez l'autre une réaction qui aille dans notre sens, c'est normal, puisque les relations, on va dire, pérennes et dans lesquelles on prend notre pied, c'est des relations dans lesquelles on vit ce qu'on a envie de vivre. Donc, il y a dans ces espaces relationnels, puisque la séduction, j'en ai parlé un peu dans cette idée-là, c'est-à-dire que c'est de rendre les espaces relationnels avec les autres tels des écrins dans lesquels on crée un sentiment où c'est agréable et l'autre vit ce qu'il a envie de vivre avec nous. Donc ça peut se jouer à plein de niveaux. Mais dire que la séduction qui a souvent été un petit peu amenée déjà dans une notion de je veux convaincre. Pour moi, il y a un peu, chez beaucoup de gens en souffrance, l'idée que ça y est, je vais devenir séducteur ou séductrice et je vais convaincre que j'en vaux la peine. Alors déjà, pour moi, la séduction un peu dans son divin, elle a pas cette notion de convaincre. Elle a simplement cette notion de faire de la place quelque part à un écrin le plus agréable et le plus divin possible pour les deux pour les deux personnes qui créent, tu vois, cet espace relationnel. Et moi, ce que j'ai remarqué que dans ma vie, c'est que il y a énormément d'inconnus qui m'ont permis en fait d'accéder à des choses dont j'avais besoin. Par exemple, typiquement la maison dans laquelle je suis en vous parlant aujourd'hui, c'est une maison pour laquelle donc il fallait que j'ai un emprunt, j'avais déjà un bien immobilier, etc. Donc on pourrait dire c'est un banquier parce que moi ça arrivait dans plein de cas très concrets de ma vie où les gars c'était des banquiers, des agents immobiliers, enfin des gens on aurait pu me dire écoute c'est pas là que la personne elle va t'écouter avec le cœur. Hein. Ben, en fait si. Et donc pour moi la séduction ça a été de comprendre aussi qu'avec plein de gens dans des espaces relationnels c'est pas que j'ai cherché à les manipuler ou à les convaincre, c'est que j'ai juste créé un endroit dans lequel j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit la vérité sur ce que j'étais, j'ai créé de l'humanité et là j'ai obtenu ce que j'avais envie d'obtenir. Mais je l'ai pas fait en préméditant enfin quelque part. Si je parle au directeur du CIC, c'est que je vais obtenir un emprunt, mais les choses se sont fait naturellement dans cet espace où finalement on laisse primer aussi tout simplement le vrai lien. Putain là. Et puis même demander, enfin, quand on parle avec le cœur, quand on fait comprendre à quelqu'un qu'en fait là, de son approbation peut prendre vie un de nos rêves. Bon bah la personne déjà, elle se sent pas juste directeur d'une banque, elle se sent aussi porteuse de cette capacité à rendre notre rêve réel ou pas. Et en fait sur plein d'endroits, les gens ils arrivent vraiment dans des postures avec des masques, etc. Dans plein de types de relations il se passe ça. Et alors qu'en fait dans ces relations-là peut se jouer un lien dans lequel l'humanité prime, dans lequel on fait appel au cœur de l'autre en tant qu'humain et pas que en tant que rôle de je sais pas quoi. Et en fait, finalement, ça marche comme ça partout. Et créer de l'espace séduisant dans nos relations, moi, je veux dire, dans mon métier de journaliste radio, je l'ai fait pendant 9 ans, où les gens me disaient, mais putain, je me sens tellement bien avec vous, accueilli, écouté, etc. Aussi parce que j'étais pas là par rapport à ma gueule, mon ego, l'envie qu'on m'écoute, d'avoir raison ou je ne sais quoi. J'étais là pour faire de la place à l'autre, pour mettre mes qualités au service des qualités de l'autre. Donc à partir de là, ça crée un espace séduisant. Et dans un espace séduisant, bah déjà les deux protagonistes sont séduits et en plus le public l'est, tu vois. Donc en fait, ça crée que un cercle vertueux en permanence. Et du coup, chez moi, j'ai pensé, enfin en tout cas, ça a été assez présent dans ma vie depuis toujours, je pense vers la vingtaine, de me dire j'ai un rapport à la séduction qui est particulier. J'arrivais pas trop à mettre de mots dessus. Je pensais même pendant un temps que c'était problématique et que j'avais un truc bizarre avec ça. Mais en fait, j'ai compris que c'était un de mes pouvoirs magiques. C'est-à-dire que les gens
dans mon espace à moi, quand on est justement dans une correspondance qui fonctionne, bon bah je crée toujours un espace dans lequel les gens se sentent bien et où ils vont se dire j'ai passé 1 heure avec Nathalie et ça a été agréable. Et c'est ça séduisant en fait quand on y réfléchit. Juste un espace de d'intelligence émotionnelle, humaine, de présence, d'honnêteté aussi, de pas faire les mythos. On sent si quelqu'un fait le mytho en face de soi, bah, il y a un truc qui est pas très agréable. Donc moi, je me force pas aux endroits où j'ai pas envie d'aller parce que sinon je serais obligée de faire semblant et ça c'est mort. Mais par contre, aux endroits où j'ai vraiment choisi de mettre mes fesses, bon bah là, je crée des espaces relationnels séduisants pour moi, pour l'autre, pour nous, pour voilà, globalement et que ce soit professionnel, personnel, à tous les niveaux. En fait, c'est ça. Et même dans une rencontre avec quelqu'un, même imaginons quand tu fais un date amoureux, même si ça va pas plus loin, au moins si tu passes 1 heure avec quelqu'un, bah, de créer un espace relationnel dans lequel c'est agréable au maximum, même si ça veut pas dire que ça va aller plus loin, etc. Mais tu vois, la séduction, ça a quelque chose de profondément noble dans le sens où ça nous ramène aussi à l'importance des moments qu'on passe entre humains et de l'écrin qu'on peut créer dans ces relations-là. Donc, vive la séduction, en tout cas, voilà, vu dans ce relief-là et qui est tellement intéressant à saisir ainsi et puis à faire vivre aussi. Hmm. Puis quand on est dans cet état-là de pleine présence à soi, d'ouverture de son cœur à l'autre, etc., et que ce soit pour un peu tous les domaines, c'est peut-être là que se produisent un peu les miracles. Est-ce que tu peux nous parler hein, de ton regard et de pour toi c'est quoi un miracle et comment est-ce que on les vit? C'est marrant. Du coup, je vais un petit peu paraphraser Einstein qui disait ça, mais tu sais que on peut voir la vie de 2 manières, comme si tout était un miracle, ou comme si rien n'était un miracle justement. Je dirais du coup que c'est vraiment pour moi une forme d'état d'esprit, parce que c'est comme si nous déjà on se sent être un miracle et je m'explique dans le sens où la vie en vous qui s'est incarnée quand même les gars à un moment donné se rappeler que alors moi je suis une femme donc j'ai encore plus ce rapport au divin puisque je suis en mesure à travers mon corps de porter la vie et de la développer déjà pour moi cette espèce de normalité-là, je la trouve juste complètement miraculeuse. Que nous, les femmes, tu vois, là, je suis en train de toucher mon ventre, que nous, les femmes, soyons capables, alors évidemment, avec la participation des hommes, mais de créer la vie dans nos ventres, que dans cette perfection, parce que quand même, le corps humain, l'esprit, la conscience, enfin, c'est juste genre waouh le level, genre qu'on soit capable de créer ça et que ça soit le fruit aussi. Et je parle dans le livre du rapport à l'érotisme, etc. Mais parce que c'est important. Pour moi, c'est revenir aux prémices, c'est-à-dire se dire, en fait, la vie, elle s'est créée de cet endroit où on a vécu l'amour. Alors, tous les gens qui ne conçoivent pas des enfants s'aiment. Il y a des gens qui ne s'aiment pas et qui en conçoivent quand même. Mais on entend qu'au départ, c'est l'invitation. Tu vois, ce soit 2 êtres qui s'attirent, qui s'aiment et qui, tout d'un coup, de cette fusion-là, créent la vie. Bah déjà pour moi, première étape, c'est un putain de miracle et je crois que toute ma vie, je penserai que c'est un miracle. Voilà, pareil que le jour où, si dans cette vie, je conçois la vie dans mon corps et dans mon ventre, en tout cas une maternité, voilà, vécue physiologiquement, euh, je considérerais ça comme un miracle. Donc en fait, en soi, toute création de vie, pour moi, c'est le miracle premier, et c'est comprendre que même après, moi qui ai l'impression d'accoucher de projets, mais c'est ça en fait, hein, c'est la même chose, c'est que quand je fusionne avec ma vie, quand j'ai des extases de vie, ben c'est là où je crée des projets, et c'est là où ces projets quelque part sont aussi des petits miracles. Donc en fait, cette espèce d'endroit de la fertilité, pour moi, c'est d'aller creuser aussi tout ce qui s'y joue, et c'est de se dire que finalement, nos propres vies à nous sont nées de ce miracle, donc on est quelque part cet échantillon-là, et après, bah, je suis d'accord avec Einstein sur le reste, hein. Après, ça reste, est-ce qu'on considère que le miracle de nos vies et de nos existences, on continue à le prolonger à travers nos décisions, à travers peut-être une manière de se vivre dans le fond et dans la forme, ou est-ce qu'on devient des moldus et on se dit bon bah la vie c'est métro boulot dodo puis après on crève et ciao quoi. Bah chacun son truc. En tout cas moi j'ai choisi mon camp et ce sera vraiment largement celui du miracle. Voilà, si je peux te répondre ainsi. Et les miracles, quelque part, ils nous invitent aussi à... C'est qu'ils viennent aussi bouleverser souvent des croyances. Peut-être que ces croyances, on peut les bouleverser soi-même. Est-ce que tu peux nous en parler justement de comment
peut-être on peut s'affranchir de ces croyances ou s'en libérer. Donc tu veux dire des croyances qui seraient liées à quoi? Les croyances qui vont limiter nos vies en fait quelque part. J'ai envie de vivre ça, mais je crois que c'est pas possible. Ou tu vois toutes ces croyances là qui vont bloquer quelque chose vers lequel on a envie d'aller. Bah, déjà, en fait, c'est se dire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous avez un vrai appel du cœur vers quelque chose, c'est pas par hasard, quoi. Donc, c'est peut-être d'arrêter de se raconter que on a des élans profonds qui juste viennent un petit peu jusqu'à nos oreilles par hasard, en fait, et c'est donner de l'importance et se prendre au sérieux sur ce qu'on désire, sur nos envies, en fait. Il y a plein de gens, ils ont des envies. Réel, tu vois, d'un projet, de devenir entrepreneur, je sais pas, sur plein de choses. Et en fait, c'est comme si ils ne se prennent pas assez au sérieux pour donner corps et vie à ça. Donc voilà, quelque part pour matérialiser les choses. Si dans votre propre regard ou votre propre accueil de vos idées qui vous traversent ou vos envies, vous avez un côté qui tout de suite vous fait un peu baisser le volume de ce qui pourrait s'exprimer de votre cœur, bon bah baissez jamais le volume, montez-le en fait, montez-le à fond. Et surtout parfois ce qui est intéressant et j'en parle dans le livre, c'est que nos peurs, elles font beaucoup plus de bruit que les murmures de notre cœur. Et c'est comme si le cœur il s'exprime de manière très très calme, alors que les peurs elles font un brouhaha, tu vois, énorme. Donc c'est peut-être baisser certains volumes, en augmenter d'autres. Et puis juste arrêtez de vous raconter de la merde et racontez-vous ce qui va vous être utile, tout simplement. Mhm. Il y a une phrase moi qui m'a beaucoup inspiré dans ton livre, c'est devenir le sniper de ses croyances. J'adore. Ouais, exactement. Non, et parce qu'il faut les passer au peigne fin, quoi. Tu vois, parfois, ça demande vraiment. Bah, c'est pour ça aussi que je fais ce métier, c'est que je vois qu'avec mes clients, je les aide à aller beaucoup plus vite. Comme moi, j'ai eu depuis l'enfance beaucoup de psy ou d'accompagnants qui m'ont aidé à aller, mais beaucoup plus rapidement que je ne l'aurais fait seul. Donc aussi, cesser de toujours vouloir absolument tout faire par vous-même et donner vie aux bonnes rencontres qui vont vous faire aller beaucoup plus vite. Alors c'est pas la personne qui va faire à votre place, hein, mais la personne elle va être un accélérateur dans le processus. Donc voilà aussi. N'hésitez pas à faire ça. Il y a rien de plus beau que de recevoir l'aide des autres et de se rendre compte qu'en fait, bah, elle participe à nous mener encore plus rapidement, avec encore plus de fluidité, vers nos objectifs profonds. Donc faut le faire en fait. Hmm. Et toi justement, ces bonnes rencontres, t'en as fait plein, t'as fait des centaines, milliers d'interviews. Qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce qui t'a le plus inspiré de toutes ces rencontres merveilleuses que t'as pu faire et de tous ces échanges que t'as pu avoir avec l'autre, que ce soit dans tes coachings ou partout? Qu'est-ce que tu gardes de toutes ces rencontres? J'adore cette question. C'est intéressant parce que comme ça, j'aurais tendance à dire spontanément que ce que je garde de ça, euh, c'est l'enseignement de l'amour de moi. En fait, parce que vraiment, il y a eu. Alors, j'ai écrit donc c'est décidé, je m'épouse, mon premier livre qui est sorti en 2018, et j'étais encore journaliste et dans mon entreprise jusqu'en 2019. Enfin, non, j'ai ouvert mon entreprise en avril 2019. Donc, ça a coïncidé vraiment avec une transition où, pour moi, ce qui a vraiment été l'enseignement fondamental, ça a été celui-là. C'est-à-dire que tous ces gens qui venaient de tous les horizons, je crois qu'en fait, ils se sont à peu près tous mis d'accord, et même s'ils étaient des centaines et des centaines, sur la question du choix de moi, de l'engagement à ce que je suis et à ma vie, du coup. En fait, cet enseignement-là, il a été fondamental. Même si j'avais donc depuis, je pense, mes 23 ans, j'ai commencé à avoir une vraie réflexion sur l'amour de soi, voilà, qui s'est densifiée, nourrie aussi par toutes les rencontres que j'ai pu faire. Et après, bah, j'ai appris le talent que j'avais à être capable d'entendre ce que les gens me disent, mais aussi ce qu'ils ne me disent pas. Je pense que ça m'a tellement permis de développer une intuition profonde. Je sais pas si je parlerai pas de médiumnité parce que je trouve que c'est un terme qui va vraiment à des gens. En fait, il y a des gens qui ont ce rapport-là même aux défunts, etc. C'est ça que je préfère pas rentrer dans ces termes, mais c'est clair que ça a ouvert un troisième œil quelque part et qu'aujourd'hui, dans
dans mon métier de coach, qui n'est pas que mon unique métier, parce que sinon j'ai même pas envie d'avoir un seul métier, j'ai envie d'en avoir plein. Mais en tout cas, dans toute cette activité où j'écoute les autres, où je leur donne des conseils, où je les aide à y voir plus clair, je crois que ces 9 ans d'interview radio ont ouvert des antennes chez moi immenses. Et voilà, et j'en retire aussi, comme on en parlait, ces champs relationnels de fluidité, parce que voilà, un petit peu comme là on le fait, on enregistre en fait sur un échange qui se fait dans la vie. Et pour moi, j'ai toujours été vraiment comme ça, c'est-à-dire que dès le départ de mes interviews, je venais sans question. Du coup, j'étais vraiment présente, et c'est quelque chose que j'ai gardé après, parce que déjà, ça me correspond complètement, c'est complètement ma personnalité. Et même quand je dois monter sur scène, faire des conférences devant 600 000 personnes, j'en ai rien à foutre. Enfin, rien à foutre, c'est pas tant le terme, mais c'est-à-dire que je peux vraiment venir sans filet. Pour moi, je ne viens jamais sans filet. Je viens avec tout ce que je suis. Et donc, tout ce que je suis, c'est quand même 33 ans de vie, de réflexion, etc. Donc, si je me retrouve sur scène avec un micro, de toute façon, il y a bien quelque chose qui va sortir de ma bouche. Donc, je fais confiance en ça, et je sais que la radio m'a vraiment permis d'intégrer, tu sais, cette idée très spirituelle de tout est là. Mais clairement, tout est là. Et du coup, professionnellement, pour moi, je sais que tout est là. Donc, que ce soit face à un public en conférence, en enregistrant des émissions avec ces gens, tout était là. Donc, j'ai pu vraiment intégrer cet enseignement. Et il est génial parce que du coup, ça fait que j'ai pas besoin mentalement de contrôler ou de préparer la vie. J'ai juste besoin d'être à 100% présente à elle quand elle est là, quand elle me traverse. Et ça change aussi vraiment complètement une manière de vivre, de travailler, de créer. Voilà, c'est pareil avec le livre. Je n'écris pas en sachant en amont quel va être le chapitre suivant. Je ne sais pas, je laisse couler en fait. Et tout est là. Donc voilà, et je suis ravie de me rendre compte aussi à quel point quand je termine un projet, qu'il est ultra fluide. Parce qu'on pourrait se dire que en préparant les étapes en amont, on va un peu mieux savoir où on va aller. Sauf que, encore une fois, moi, je trouve ça plus cool d'être dans cette croyance magique que tout est là, et du coup de la suivre, et de me laisser complètement, tu vois, libre de laisser les choses sortir. C'est là où moi, en tout cas, je travaille le mieux. Donc ça, c'est grâce à la radio et à tous ces gens, et à l'expérience que j'ai faite aussi auprès d'eux. Donc voilà, je tends tant sur la forme de ce qu'ils m'ont transmis que sur ce qu'on a vécu ensemble, et qui m'a permis après derrière de d'intégrer un truc fondamental, et qui aujourd'hui fait partie de ma manière de travailler, et vraiment me permet d'être une femme extrêmement inspirée en fait, parce que je suis là et je capte ce qui est là. Et là, dans ces moments-là, il y a la vie, quoi. Tu vois, on n'est pas en train de répéter une leçon. On est en train juste de se laisser traverser par ce qui nous donne envie de dire, de raconter, de partager. Hmm. Et qu'est-ce qui te tient à cœur de partager aujourd'hui? Bah, tout ce qu'on s'est dit déjà. Il y a déjà pas mal de choses. Je pense que les gens, ils vont avoir de la matière. Mais tu veux dire pour conclure? Bah, juste avant la conclusion, si toi, ton message du moment, c'est quoi? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Et puis je vais y ajouter la question rituelle. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message? Euh, alors là, comme ça, la bouteille à la mer. Mais je dirais que tes deux questions, elles se rejoignent, et c'est intéressant. Euh, Moi, si j'avais une bouteille à lancer, en tout cas dans la conscience de chacun, ce serait vraiment l'idée que l'amour, c'est la clé, c'est la réponse, c'est la question, c'est tout en fait. C'est l'enseignement qu'on vient vivre, fondamental sur Terre. Je crois que depuis que je suis au monde, il y a rien qui m'attire plus que les endroits où je ressens de l'amour. Et donc, j'aurais tendance à dire aux gens, au lieu de choisir les endroits où vous pensez qu'il faut faire ça parce que, voilà, on t'a dit qu'il fallait trouver un métier stable, aller dans des filières où il y a encore de la place. Enfin, voilà, que des trucs où on a fait des choix par défaut, on n'a pas écouté l'amour en nous, et surtout, on nous a beaucoup dit, écoute, l'amour, c'est bien gentil, mais maintenant, tu vas revenir sur Terre et tu vas penser comme les gens pragmatiques. Bon, bah, moi, je suis dans un pragmatisme d'amour absolu. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, j'ai réussi à prouver que justement, l'amour, c'était pas juste un truc de gens délurés qui ont envie de toucher le RSA. En fait, l'amour, c'est un truc concret où quand on écoute ce qui nous provoque de l'amour à tous les niveaux, tant en termes de projet, de collaboration, d'aspect perso ou pro ou tout ce que vous voulez, en fait, on est toujours au bon endroit. Donc, la décision d'aller aux endroits où on a le cœur qui bat,
c'est toujours la bonne décision et c'est très rentable, même d'un point de vue lucratif. Donc voilà, j'aurais tendance à transmettre ça. Ne choisissez plus que les endroits où vous avez le cœur qui bat. Et alors là, les gens, ils vont commencer à avoir des gouttes de sueur, genre, oula, t'es sûr de ton truc? Je suis sûr de mon truc. Voilà, faites-en l'expérience, commencez par des petites choses ou pas, faites comme vous voulez. Mais en tout cas, pour moi, c'est une certitude aujourd'hui. Et plus je vieillis et plus, voilà, je le mesure concrètement à travers les expériences que je vis. Donc, suivez vos cœurs, ça fait un peu abstrait dit comme ça, mais en tout cas, prenez vos décisions par rapport aux espaces, aux endroits où votre allumette, elle prend feu, où votre cœur se met à battre, où il y a la vie qui circule, où vous vous sentez naturellement dans ce que vous aimez, ce que vous savez faire, ce qui vous nourrit. Voilà, choisissez plus que les endroits comme ça et commencez à regarder tous les endroits où c'est pas le cas et hop, je tège. J'enlève cette relation, j'enlève ce projet qui était pas juste. Apprenez à vous séparer aujourd'hui des espaces dans lesquels ça ne résonne plus. Ça laisse de la place au beau, à ce qui nous convient, à ce qui nous correspond. Et voilà. Et vraiment, les deux espaces sont importants. Pouvoir dire oui à ce qui compte et dire non à ce qui aujourd'hui nous entrave. Hmm. Eh ben, merci beaucoup Nathalie pour ce magnifique mot de la fin. Avec plaisir. Donc pour ceux qui nous écoutent, vous trouverez en lien de la description du podcast tous les liens vers les livres de Nathalie, le dernier livre Irrésistible, et également les formations, enfin tout ce que propose Nathalie. Et vous y trouverez également un lien pour soutenir l'association nutritive et soutenir les plantations de forêts comestibles avec les enfants. Encore un grand merci Nathalie pour ce moment partagé. Eh ben, c'était très très bien cette première interview. C'est bien, je me suis mise en jambe maintenant pour les suivantes. Je me suis échauffée. Merci pour ton écoute et pour votre écoute à tous.